9 ans ont passé depuis la découverte d'un paquet fermé, et j'ai tenu parole, je ne l'ai jamais ouvert. Je l'ai tout simplement oublié. Trop occupé par l'école, ma famille et mes activités extrascolaires, à savoir karaté, musique, tir à l'arc et le kung-fu. Ma mère étant chinoise, elle a préféré que j'apprenne à me défendre comme je pouvais et m'a donc inscrit à ce genre de club à 4 ans. Pendant que mes amis pratiquaient la danse, je frappais sur les garçons qui harcelaient les plus petits. Je jure qu'ils ne sont pas prêts de recommencer une fois que je leur ai lancé mon crochet du droit. Mais depuis que j'ai 17 ans, quelque chose a changé en moi. Ce n'est pas vraiment ce qui est propre aux jeunes filles de mon âge, non, c'est autre chose. Je ressens depuis quelque temps de la frustration, un manque. J'ignore à quoi il est dû, mais voilà 5 mois qu'il m'est impossible de dormir à cause de différents cauchemars. Je me réveille en sursaut et passe le reste de la nuit à m'étonner devant leur forme claire et précise, allant du nom des personnages qui les peuplent jusqu'à la forme de leurs yeux. Je n'arrête pas de les écrire tant ils me restent dans la tête, mais rien n'y fait. La nuit d'après est pareille que la précédente. Je ne dors plus, et ce manque de sommeil se voit jusque dans mes notes. Je suis inquiète, Ophélia, me dit ma mère en regardant mon bulletin. Je fais de mon mieux, maman, lui ai-je dit. J'y arrive pas. Arrête de te chercher des excuses, me dit mon père en sirotant son café d'un air dur. Tu as toujours été tête en l'air et désordonnée, je m'attends pas à ce que cela change. Tu peux aider Wendy à faire ses devoirs, Jack lui dit ma mère. Il acquiesce et me laisse seule avec ma mère. Elle pose mon bulletin, lâche son air énervé pour prendre celui d'une mère inquiète. N'en veux pas à ton père. Qu'est-ce qui t'arrive, mon cœur? Je sais pas, lui ai-je dit, je suis fatiguée. Tu devrais dormir plus, me conseille-t-elle. C'est pas ce genre de fatigue, maman, c'est plus une forme de stress continu. Peut-être que maintenant que mes cours sont plus importants pour mon avenir, je dors moins bien. Je lui parle de mes nuits, de mes rêves, de ma peur en quelque chose que je n'arrive pas à définir, de ma frustration et de mon cafard constant. Je n'ai plus cœur en rien. Elle met une mèche derrière mon oreille et ne me coupe à aucun moment, pas par respect, mais comme une psychologue se tait pour écouter, pour comprendre. Elle pense sans doute que dévoiler mes sentiments à quelqu'un m'aidera à me libérer. Par la suite, elle a pris rendez-vous avec pas moins de 3 psychologues différents, et aucun ne m'ont libéré de mon mal. Comment se libérer de quelque chose que l'on a déjà de base du mal à comprendre et à exprimer? Les premières fois j'y suis allée, sans doute dans l'espoir qu'une quelconque conversation puisse débloquer quelque chose en moi, mais rien. Je me suis mise à sécher les cours. Je ne venais plus ou le matin, ou l'après-midi, ou le soir pour mes cours particuliers. Mes parents se sont inquiétés, mais de toute façon ils savent que je déteste l'école, et le quotidien morbide qui m'oblige à emprunter le même chemin pour me rendre dans les mêmes classes avec les mêmes personnes ennuyantes. Je ne le montre pas, mais je ne cesse de crier de frustration face à cet ennui et j'étouffe. Je déteste ma ville, trop petite, il ne s'y passe rien. Quand la sirène des pompiers résonne, je passe ma tête par la fenêtre dans l'espoir qu'une bande de gamins se soit enfin décidés à faire brûler quelque chose. Mais le pire, c'est le ciel. La pollution lumineuse m'empêche de voir les étoiles. Je sors parfois quand il fait beau, dans l'espoir d'en voir quelques-unes, mais rien n'y fait, je ne vois rien. Je pensais que tout resterait ainsi, sans changement. Je me sentais même prête à suivre les conseils de mes parents, en choisissant d'éteindre ce qui en moi cherche plus que ce que j'ai. Mais j'ai eu la chance de n'avoir pas cédé, car tout allait bientôt changer. Un rêve. J'ai fait un rêve. Pas un cauchemar effrayant, mais un rêve magnifique. J'allume la lumière de mon lit et en descends pour aller écrire chacun des détails de mon carnet. Mais il est resté dans mon sac avec mes stylos, et il est hors de question que je risque de réveiller mon père en passant devant sa chambre et celle de maman pour aller le chercher. Je dois trouver un autre moyen. Je m'entreprends donc à chercher un quelconque morceau de papier à moitié déchiré pour y écrire ce dont j'ai rêvé. Je fouille dans les tiroirs de ma commode, de mon lavabo, de mon bureau. L'un d'entre eux est fermé à clé et je me décide à trouver un moyen de l'ouvrir. Et j'y arrive enfin. J'en trouve les pans de bois de ce fameux tiroir et le vois dans un premier lieu complètement vide. Je passe ma main dans le fond et tente de sentir du bout des doigts n'importe quel objet pouvant servir de crayon sur une petite feuille blanche que j'ai trouvée plus tôt. Je ne sens pas de crayon, mais un drôle de fond poussiéreux. J'y mets la deuxième main et en attrape les deux bords pour ramener le paquet sur le dessus du bureau. C'est mon paquet, celui que j'ai trouvé, volé, dans le grenier où mon père m'avait interdit d'aller. Et je me souviens que mon grand-père m'avait mis en garde contre ce fameux paquet, et que c'est pour ça que je ne l'avais pas ouvert, par peur. Mais là, je pense que je vais le faire. Par réflexe, je ferme la porte à clé et tire sur la tirette de ma lampe de bureau. Le halo éclaire le milieu de la table où repose le paquet fermé, qui a traîné dans mon tiroir depuis plus de 9 ans. Je dénoue délicatement la ficelle brunie, qui se brise avant même que j'aie fini. Le papier, une fois que j'y touche, se décompose presque dans mes mains. Je laisse cela de côté avec le projet de les jeter plus tard. J'observe à ma guise la plus belle boîte que j'ai jamais vue. Blanche, sertie de symboles noirs, diverses, sculptés à même la boîte. Je devine du chinois, du grec et d'autres dialectes tels que l'arabe et d'autres encore que je ne connais pas. Ma curiosité aiguisée se trouve encore plus tentée de l'ouvrir. Et je ne suis pas déçue, mais j'espère que l'intérieur est encore plus satisfaisant à regarder que l'extérieur.
Je déplace le loquet doré en fermant les yeux, espérant que la chose que cette boîte contient est aussi belle que le contenant qui la soutient. Je l'ouvre et m'émerveille instantanément sur la plus belle plume calligraphique du monde. Il est impossible qu'il en existe de plus belle. L'intérieur de la boîte est décoré d'un tissu rouge vif faisant ressortir le bleu sciant de la plume. Accrochée à cette-ci, tournent autour d'elle des feuilles d'or sculptées avec finesse et richement. Juste devant cette plume repose de même couleur et contour doré un écrin qui doit sans doute contenir l'encre utile pour écrire. Je prends mon trésor délicatement. Elle est froide mais pas abîmée. Je ne comprends pas comment un objet si beau peut avoir été oublié dans un grenier pendant pas loin de 50 ans. Cela fait plus de 50 ans que ce colis traîne dans un vieux grenier sans que personne n'ait pris le temps de l'ouvrir. Je le vois sur la date du papier à moitié détruit. Un paquet fermé ne l'est jamais par hasard, m'a dit mon grand-père. Peut-être qu'il avait raison. Un objet si beau, enfermé, délaissé, il a sûrement une raison. Ça me semble tellement exagéré d'imposer un exil pareil à un objet si beau. Il doit valoir très cher, a sûrement appartenu à quelqu'un de célèbre. Vu la forme et les symboles, elle était peut-être à Mulan, ou plus sérieusement à un empereur de Chine. Mais bon, ça reste un moyen d'écrire, et je pourrais retranscrire mon rêve comme ça. Je retire l'écrin de la boîte et prends la plume entre mes doigts. Elle est froide à cause du métal, mais chaude pour être restée dans cette boîte si longtemps. J'ouvre l'écrin de l'encre, et m'étonne de voir que cette fameuse d'encre est d'or. Je pense que c'est jaune, or, mais je pourrais peut-être demander à quelqu'un. Je me reprends vivement. Personne ne doit savoir ce que j'ai trouvé. Ça semble égoïste, mais je veux garder ce trésor pour moi seule. Je trempe doucement la plume dans l'encre, et n'oublie pas de poser un buvard à côté de moi, au cas où elle risque de salir ma table. Je me ferai prendre par mon père, et je dois avouer de trouver cela excitant, de faire quelque chose d'interdit avec quelque chose de si beau et agréable à utiliser. Je commence à écrire. Le bruit de ma plume de fer sur le papier est hypnotisant. Au bout de quelques minutes, je finis d'écrire mon songe, mais je continue malgré tout de rajouter des éléments que j'invente ou dont je me souviens. Une appellation pourrait décrire ce monde magnifique dans lequel je me suis perdue. Une suite incongrue de lieux dépareillés. Cet univers réunit toutes les époques, toutes les situations, tous les pays du monde. Une région spéciale, que personne n'a jamais pu trouver, rassemble toutes les choses les plus belles et les secrets du monde. Je vais passer la plupart de mon temps à la chercher dans mon rêve. On l'appelle Perla. Je souris alors que la plume court et vole au rythme de mes descriptions, et je souhaite qu'écrire ce rêve me permette de retrouver le sommeil. Une fois que tous les détails sont énoncés, et que plus de 25 lignes de description ornent le papier, je suis prise d'une grande lassitude, une grande envie de retourner dormir caractérisée par un sacré coup de barre. Je veux me lever pour retourner dans mon lit, mais avant, je veux ranger ma plume. Mais impossible de faire quoi que ce soit tant je suis fatiguée, l'impression de n'avoir pas dormi depuis des jours. Je me traîne presque jusqu'à mon lit avec l'espoir fou de l'atteindre, mais impossible, je n'ai même pas assez d'énergie pour y arriver. Il serait si facile de s'écraser sur le tapis, mais si inconfortable. Je risque de me réveiller en piteux état, mal de dos et oh ma tête, j'ai si mal à la tête et j'ai l'impression que Patrick Sébastien a migré vers ma boîte crânienne. Mes paupières commencent à être vraiment lourdes au point que je doute de pouvoir les retenir plus longtemps avant qu'elles ne se ferment totalement sur mes yeux. Je ne pense plus et rampe à terre comme un serpent luttant contre le sommeil, combat inégal déjà perdu d'avance. Je me lève une dernière fois, prise d'une fièvre horrible avant de tomber violemment, la tête la première sur le sol. Une grande douleur me brûle rapidement et parcourt tout mon corps. Je tente de crier, mais n'y arrive pas, et tombe dans un sommeil presque artificiel. Au bout d'un temps qui me semble durer une éternité, je me réveille, mais n'ouvre pas tout de suite les yeux. J'ai peur de me rendre compte que je suis dans un hôpital, car j'ai sans doute été droguée, c'est la raison pour laquelle je me suis endormie ici. Mais ce que je sens sous mes doigts ne ressemble en rien à des draps de lit ni à d'autres tissus. C'est dur et rêche, de l'herbe fraîchement tendue. De l'herbe ? J'ouvre les yeux et me lève d'un coup. Je suis dans un champ magnifique, sur un coin d'herbe, mais tout autour de moi s'élève une multitude de fleurs de différents coloris magnifiques. Je tourne sur moi-même, ne croyant pas ce qui m'arrive. Je suis dans un rêve, c'est indiscutable, mais il y a quelque chose de plus. Je sens mon corps, vois des détails qui seraient indétectables dans un rêve. Je sens le vent porter mes cheveux dans un tourbillon délicat. L'atmosphère est frais et doux, comme une soirée d'été. Je touche des fleurs du bout des doigts et vois voler autour de moi des dizaines d'oiseaux dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Ils sont si beaux qu'une larme coule le long de mon visage. Je porte un pantalon brun, troué et une chemise blanche trop grande qui me donne le sentiment d'être un drapeau. Il fait froid et je n'ai rien pour me protéger. Je crie pour que quelqu'un m'aide, mais il n'y a personne. Je ne peux pas rester ici. Je quitte mon coin d'herbe en constatant que la nuit commence à tomber. La nuit ? Il y a des nuits dans un rêve ? Et comment le sais-je ? Comment puis-je le remarquer ? Juste à côté du champ de fleurs, il y a une forêt, dans laquelle je m'enfonce imprudemment, sans réfléchir, sans plan de retour. Le noir s'installe plus vite que je ne le pensais, et j'ai peur. Je me demande si je pourrais trouver un lieu sûr pour refaire le point sur ma situation.
situation qui me semble plus désespérée que je n'aurais pu l'imaginer. Les bruits de la forêt sont effrayants, et en plus du noir environnant, une ambiance poignante me remplit le cœur d'appréhension. Il devient plus qu'urgent de trouver une explication à ce qui se passe autour de moi. Je sursaute et me retourne d'un coup pour faire face à la créature la plus énorme et inhumaine que j'ai jamais vue. Un croisement entre un loup et d'autres animaux plus incongrus les uns que les autres. Je hurle sans ménagement, en espérant ou le faire fuir ou prévenir quiconque de ce qui m'arrive. Mais je suis en réalité seule, face à cette imposante chose sans aide extérieure. À défaut de pouvoir se claquer la bise ou se présenter, je lui fausse compagnie, en évitant de peu qu'il m'attrape. Je me baisse d'un coup dans une magnifique roulade avant qu'il ne me roule de coup. À l'aide, il y a quelqu'un. La créature parlante se rit de mes cris et continue de me poursuivre assez facilement. Elle doit avoir la connaissance du terrain. Je slalome entre les arbres en tombant de façon irrégulière. Je me retourne et le vois me foncer dessus sans aucune hésitation. Il ne veut pas me tuer, il veut me détruire. C'est un cauchemar. Mes jambes me font mal, mais je l'ignore pour lui échapper. Mon souffle se tarit et je ressens l'envie de rendre mon déjeuner. Mon crâne commence à tourner et je crie dans un dernier effort avant de me frapper la tête contre un arbre. La douleur fulgurante me fait perdre l'équilibre. Je tombe dans un trou et m'écrase à terre. J'ouvre enfin les yeux, mais cette fois-ci, j'ai peur de me retrouver dans l'œsophage d'un monstre. Mais non, je suis toujours dans la forêt, et surtout près d'une rivière, ou quelque chose de ce genre. Je suis trompée du front. J'y porte ma main et lâche un gémissement. Je me suis ouverte et je saigne, mais on ne saigne pas dans un rêve. Je me lève et prends de la mousse pleine de rosée du matin pour éponger et laver superficiellement ma plaie. Ce n'est pas vrai. Mais le monstre a disparu, et je sais pourquoi. Je suis tombée dans un puits, dans la terre, trop petit pour qu'il puisse y passer, ne serait-ce qu'un bras ou sa patte, peu importe comment on nomme son anatomie de merde. Le plus important est que je suis en vie, mais je dois trouver du monde, des gens susceptibles de ne pas me courir après pour jouer avec ma cervelle ou me manger. Je me coupe une partie de la manche, pour recouvrir la plaie béante qui continue de couler de sang. Mais je ne pleure pas, ni ne ressens rien, j'ai beaucoup trop peur pour me concentrer sur autre chose que ce qui m'entoure. Et l'adrénaline qui parcourt mes veines me permet sans doute de ne pas ressentir la douleur de ma plaie au front. Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai. Je suis enfin hors de cette maudite forêt, mais ce que je vois devant moi dépasse de loin tout ce que j'aurais pu imaginer. Je me souviens d'être allé voir la mer avec mon père et d'avoir pensé à l'époque « Je ne verrai jamais quelque chose d'aussi beau », mais je retire complètement cette phrase. Je suis sur une colline, donnant sur une grande et imposante vallée d'herbes vertes tournée en C vers une mer splendide, écrasant ses vagues écumeuses sur le sol ensablé de la plage. Une ville au-dessus, immense, le mariage entre modernisme et tradition, entre passé et futur. Des zeppelins volent au ciel et les maisons d'un bleu vert font penser au toit de Paris. Au-dessus de la ville, sur une grande montagne, une cascade déverse des tonnes et des tonnes d'eau en surplomb. Une musique qui vient d'on ne sait où résonne dans mes oreilles, mais je me fiche de savoir sa provenance. Des immeubles, des petites maisons, des machines volantes parcourent le ciel. Pourtant, je n'ai pas envie de monter à l'intérieur. Je n'ai pas cette voix qui m'assaillerait d'habitude en me disant « Ce serait tellement plus beau vu de là-haut ». Pour moi, rien n'est plus beau que la vue que j'ai de là où je suis. Une larme coule sur ma joue, mais je m'en fous. Moi qui déteste pleurer, j'ai pleuré. Mais pas de joie, ni de tristesse, ni d'autre chose que je connais. Non, je crois que je pleure de bonheur. Un bonheur plein, complet, celui que l'on ressent en se remémorant des souvenirs et non en les vivant. Des gens crient derrière moi, et passent au-dessus de ma tête sur des engins ressemblant à des surfs. Mais sans eau, un surf ne peut pas du tout avancer. Je le sais parce que plus jeune, j'ai essayé. Je ne trouve plus les mots devant ce ciel d'un bleu rose du matin, ce port de pirates. Je ne sais pas si ce sont des pirates, mais les navires que je vois ne viennent pas du XXIe siècle. Je dois descendre. Quoi qu'il se passe, je ne suis jamais déçue, même si certaines rues de cette ville sont plutôt mal famées. Je veux me rendre au port, mais je me rends finalement compte que je ne suis pas vraiment habillée comme les jeunes filles qui m'entourent. La plupart portent des robes près des ports. Je me décide donc de me faire passer pour un garçon, à défaut de trouver des vêtements pour filles et surtout pouvoir les acheter. Je vais prendre un béret et cacher mes cheveux dedans. Mes cheveux. Je me rends compte qu'à cet instant précis, mes cheveux sont totalement devenus noirs, perdant leur couleur rousse. Je les touche en regardant dans les glaces sans comprendre comment ils ont perdu cette teinte que j'aimais tant chez eux. En arrivant devant ce qui semble être une grande rue, je me fais bousculer et les gens ne cessent de me regarder de travers. Comprenant enfin que ma tenue n'est pas encore très convaincante pour que je puisse la faire à la Mulan, je rentre dans un magasin de vêtements.